bonsoir à tous et à toutes et à tous, pardon. Donc Jean-Marc Rémy, je suis vice-président du CLUSIF et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde ce soir pour conclure cette présentation autour des deux fonctions SIL et RSSI. Juste peut-être pour commencer, on va donner la parole aux dames, puisqu'on évoquait, le thème de la conférence était SIL et RSSI, deux fonctions, un seul objectif. Vous nous avez évoqué donc, le contexte de la CNIL et comment vous voyez aujourd'hui la gestion du risque. Comment en fait la CNIL voit aujourd'hui la fonction de RSSI ? C'est pas une force. On n'attend pas forcément une réponse, une réponse spécialement officielle hein, de l'institution. Mais comment vous voyez vous la fonction de RSSI ? Finalement, si on regarde, finalement les guides qu'on a sortis très récemment, on se rend compte que pour nous, le RSSI finalement c'est une force pour le SIL, que le SIL soit RSSI ou que le SIL puisse aller poser des questions au RSSI. Finalement, ça va être des personnes qui ont déjà l'habitude des méthodes de gestion de risque et qui vont être capables d'alerter le SIL si, par exemple, il part, il n'a pas les moyens pour faire la finance. C'est quoi ? Ah, il marche pas, pardon. Excusez-moi. Ok. Et là, on m'entend ? On m'entend ? Oui, d'accord. Donc je disais, si on regarde finalement les guides qu'on sort aujourd'hui, finalement la gestion de risque, pour nous c'est très important, que ce soit parce que ce soit dans la loi, ce sera à nouveau dans le nouveau règlement dans le futur. Et donc du coup, le RSSI, ça va être une force pour le SIL, d'autant plus s'il est RSSI, parce que finalement, il va déjà avoir tout un tas de méthodologies pour la sécurité des systèmes d'information qui devrait pouvoir réutiliser ou remobiliser pour la vie privée. Voilà. En fait, vous voyez bien la complémentarité, oui. C'est moi, pas de chance. Voilà, ça marche. Merci. Donc vous voyez bien la complémentarité qu'il existe entre les deux fonctions. Du coup, on a un SIL RSSI avec nous. Donc Thierry, comment voyez-vous et comment vivez-vous cette double fonction ? N'avez-vous pas le sentiment ou la perception peut-être qu'à un moment ou à un autre, l'une des deux fonctions va phagocyter l'autre fonction ? Donc vous allez devenir trop RSSI, pas suffisamment SIL, ou trop SIL et plus assez RSSI. Est-ce que c'est vivable tous les jours de cumuler ces deux fonctions ? Je crois que je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors qu'on part d'un métier que l'on pratique depuis de nombreuses années, passer à une autre fonction, c'est un petit peu difficile, effectivement, parce qu'il faut se mettre dans la peau du personnage, il faut comprendre la complexité d'un rôle qui est indépendant quelque part de l'organisme, puisque c'est contrairement à un métier à l'interne de la société, là, le SIL, c'est une émanation de la CNIL à l'intérieur de la société. Et un petit peu ? Non. Bon. En tout cas, le SIL doit avoir une notion d'indépendance vis-à-vis des gens qui sont à l'intérieur de la société. Et donc, c'est pas forcément très naturel au départ. Donc c'est un apprentissage. Je pense que ça se fera au fur et à mesure des... Je pense qu'il faut un cycle. Là, on a fini d'établir le registre. Donc c'est une première des choses. On a tiré les vers du nez de tous les gestionnaires d'applications pour vraiment être sûr d'avoir collecté l'ensemble des informations. On a joué le jeu avec les IRP également, c'est-à-dire qu'on on a déclaré à l'intérieur de notre registre les informations gérées par le comité d'entreprise. C'est une des possibilités également. On l'a fait également pour les filiales. Donc voilà. Je dirais que le travail de constitution du registre est un travail à plein temps qui nécessite un certain nombre de jours. Pendant ce temps-là, on ne fait pas son travail de RSSI, c'est vrai. Bon, après, une fois qu'on a établi ça, je manque un peu de recul pour vous dire la part du temps qui sera consacré au métier de SIL par rapport au métier de RSSI. Mais je pense que, vu que le travail est un travail de binôme avec notre juriste, on va se dire, tel jour, on travaille sur notre fonction de SIL. Voilà. Donc ça reste complètement conciliable d'utiliser ou d'avoir la même... Je te le dirai dans un an. D'accord. Paul Ollier, vous vouliez peut-être réagir sur cette... Oui, si le micro marche, je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est que le correspondant informatique et liberté et le DPO est nommé par le responsable de traitement et pas encore par la CNIL. Donc on peut difficilement dire que quelqu'un qui est choisi
par le responsable de traitement, au final par le chef d'entreprise, est une émanation d'une autorité administrative indépendante. Ce qui est vrai, c'est que, la nature de la fonction est quelque peu différente. Le RSSI est finalement le produit d'une organisation et du pouvoir d'organisation du chef d'entreprise qui décide d'identifier, alors avec des normes plus ou moins formées par des réflexions de place, de désigner une personne dans la chaîne des pouvoirs au sein de l'entreprise qui sera chargée d'animer ou de porter certaines dimensions concernant en particulier la sécurité des systèmes d'information. C'est donc une décision interne dans le schéma de délégation de pouvoir au sein de l'entreprise et avec une finalité qui est la protection de l'entreprise, de son patrimoine informationnel. Elle est clairement changée, mais globalement, c'est une fonction de protection de l'entreprise. Correspondant informatique et liberté, c'est autre chose. C'est une personne qui est nommée, toujours par le chef d'entreprise, mais dont la mission est définie par un texte. Et c'est là, effectivement, qu'on peut se rejoindre en disant c'est pas un pur produit de l'organisation interne de l'entreprise. Donc la mission du correspondant informatique et liberté, je pense que vous la connaissez par cœur. Quelle est-elle? Oui? Ça va être la protection de la vie privée au sein de l'entreprise. C'est de veiller de manière indépendante au respect des principes de la loi de 1978, dite loi informatique et liberté. Ça, c'est la transposition en droit français. Et si on regarde le texte européen qui est au-dessus, c'est-à-dire la directive de 95, afin que les droits et libertés des personnes soient garantis. Donc c'est une finalité qui est très différente. Mais on reste toujours dans le périmètre de l'entreprise, de l'organisme, parce que, jusqu'à preuve du contraire, et contrairement, je crois qu'on a un certain nombre de représentants de la fonction publique, quand il y a un contrôleur financier dans un contrôleur d'État dans un ministère, il n'est pas nommé par le ministre. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse dans la salle? Alors, de mes souvenirs de droit administratif, le contrôleur d'État, qui est auprès du ministre ou de l'agent comptable, chargé de vérifier la régularité des dépenses du ministère, n'est pas nommé par le ministre. Et c'est la très grande différence entre l'émanation, dans ce cas-là, de Bercy, et le fait que le correspondant informatique nommé par le chef d'entreprise n'est pas l'émanation de la CNIL, même si on aime beaucoup la CNIL. Donc tout ça milite bien dans l'idée que les deux fonctions existent bien au sein de l'entreprise et qu'il n'y a pas d'antinomie dans le fait qu'une personne puisse avoir la même fonction. Mais du coup, puisque je reviens vers vous, Olivier, sur la partie, vous parlez de protection du patrimoine informationnel. Donc là, on a vu avec une attention particulière pour le SIL sur des données très spécifiques qui traitent de la vie privée. Peut-être Thierry pourra aussi réagir. Est-ce que demain, en fait, le SIL ou le RSSI ou la combinaison des deux ne sera pas, alors quel que soit le contexte juridique dans lequel on est juste là pour en débattre, ne sera pas le monsieur ou la madame, devrais-je dire, parce qu'il y en a aussi beaucoup de représentantes féminines dans ce métier-là. Est-ce que ce ne sera pas la personne qui serait en charge ou toute désignée pour être en charge de la protection des données de façon très générale dans l'entreprise, quelle que soit la nature des données? Eric évoquait les données à caractère de défense nationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas étendre, je dirais, cette logique d'identification d'informations, de traitement et de détendre cette logique de protection, si tant est qu'il y a un cadre réglementaire autour de ça? Alors, je crois que c'est effectivement une question qui est très importante parce que, d'une certaine manière, on voit apparaître, au-delà de la donnée nominative qui est connue depuis 1978, une problématique spécifique sur les données. En tant que correspondant informatique et liberté, on ne peut pas veiller à l'application de la loi informatique et liberté sans connaître les autres réglementations qui encadre l'activité sur laquelle porte le traitement. Il est clair qu'appliquer la loi informatique et liberté sans connaître le code du travail est un exercice extrêmement périlleux et insatisfaisant en matière de défense des droits et libertés des personnes. Il en est de même pour les activités encadrant un métier. Appliquer la loi informatique et liberté dans une compagnie d'assurance sans connaître les rudiments du code des assurances peut être quelque peu gênant. Donc là, il y a effectivement une problématique qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'un SIL, dans ses fonctions, est obligé de connaître les autres réglementations qui s'appliquent au sein de l'organisme. Et d'ailleurs, c'est ce que fait un petit peu la CNIL en s'inspirant,
en citant dans ces normes simplifiées, voire dans ces autorisations uniques, d'autres réglementations connexes qui ne sont pas directement de son domaine de responsabilité. Donc c'est vrai qu'on a une problématique qui est plus large, sur laquelle intervient le correspondant informatique et liberté. Simplement, je crois je ne suis pas certain qu'on puisse arriver à une notion de protection de toute donnée. On va prendre deux exemples. Droit du travail, informatique et liberté ont une finalité qui est proche. Le droit du travail est protecteur du salarié qui est dans une position de subordination et donc quelque part de dépendance vis-à-vis de l'employeur. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir des synergies, des complémentarités. On a parlé de données classées au sens militaire, classification secret défense. Je ne suis pas certain que les synergies soient évidentes entre la protection de la vie privée et la gestion des habilitations secret défense ou de la qualification des données par rapport au secret défense. Pour reprendre quelque chose de plus pacifique que le secret défense, pour les entreprises cotées, il y a un principe qui est très simple. Lorsqu'il y a une opération qui est susceptible d'avoir une influence sur le cours de l'action, elle doit être secrète ou alors rendue publique. Je ne suis pas certain que ce soit exactement la même problématique que celle de la protection privée pour laquelle intervient un SIL. Donc je crois qu'il y a une nuance à avoir. Il est clair que le SIL ne peut pas être dans une logique de tour d'ivoire par rapport à l'application de la loi informatique et liberté, indépendamment de ce qui se passe de manière concrète dans l'organisme, indépendamment des autres réglementations qui s'appliquent. De là à dire qu'on a parlé de données nominatives, on va simplifier le problème en enlevant nominative pour parler de l'homme chargé de la protection des données, on prendrait quand même un certain nombre de risques en faisant gérer des choux et des carottes par la même personne. Certains aiment la potée, mais ce n'est pas toujours très bon. Thierry, Oui, je peux apporter une autre vision des choses, peut-être un peu plus positive, dans la synergie de la démarche RSSI, SIL. Ça m'est arrivé quelquefois de parler de l'approche PCI-DSS. Donc certains connaissent la protection des données cartes. Donc ça nous concerne évidemment au groupement des cartes bancaires. Les données cartes sont des données indirectement nominatives. Vous n'allez pas me contredire. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'approche PCI-DSS, on va faire des très grands abrégés. Et Hervé pourrait me contredire, mais ISO 27001, PCI DSS, les démarches ont quelque part une très forte synergie. Et quelqu'un me disait, mais oui, mais finalement, à partir du moment où on protège la donnée carte, les données cartes, pourquoi on ne protégerait pas de la même manière, avec les mêmes moyens, les données nominatives relatives aux porteurs, relatives à d'autres données nominatives. Donc, je dirais pourquoi pas. Après c'est vraiment un problème de traitement. A-t-on vraiment besoin d'aller à ce niveau-là de protection? Pour ceux qui ont fait du PCI DSS, c'est quand même un projet à part entière et très très compliqué et très coûteux. Bon voilà, si on a fait cet investissement et que les silos de données font que dans les mêmes bases de données, on a des numéros de carte et des numéros de personnes, ben, on fera d'une pierre deux coups. Obligé à faire du PCI DSS pour protéger les données, faut réfléchir à deux fois quand même. Merci de ces précisions. Du coup, j'avais une dernière question avant de passer la parole à la salle, mais je crois que vous avez répondu. Finalement, ne restera-t-il plus qu'une seule personne à la fin entre le SIL et le RSSI? Donc, vous avez répondu qu'on aura bien besoin des deux fonctions dans l'entreprise. Donc, merci de ces réponses, de ces éclaircissement sur ces quelques éléments. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste encore une vingtaine de minutes et donc peut-être vous avez aussi des questions à poser dans la salle, donc je vais laisser la parole à la salle. On a défini 3 modèles entre SIL et RSSI. En fait, la journée s'est baptisée management de la sécurité des systèmes d'information et protection des données à caractère personnel. 2 sigles en plus, MSSI et PDCP. Pour ceux qui aiment les sigles. Voilà. Et donc on a vu avec Jérôme Cléry qu'il pouvait y avoir 3 modèles. Un modèle à 2 variables dépendantes, c'est-à-dire plus on fait de la sécurité, moins on fait de la privacy, et plus on fait de la privacy, moins on fait de la security.
On propose ça à la table ronde. Le deuxième modèle, c'est un modèle à 2 variables indépendantes sur 2 axes. On peut se balader un peu comme dans une analyse de risque sur les 2 axes. Et le troisième modèle qu'on propose, c'est la balance. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui tient la balance et qui fait en sorte qu'il faut que toujours ça soit en équilibre. Selon vous, quelle est la vision de la dualité entre SIL et RSSI ou entre MSSI et PDCP? Est-ce que c'est le modèle 1, 2 variables dépendantes, modèle 2, 2 variables indépendantes, ou modèle 3, il y a quelqu'un qui à la fois SIL, RSSI et RPCA qui essaye de tenir la balance à bout de bras? Ben, je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit un mouton à 5 pattes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les gens à faire ce métier-là sur une même tête. De toute façon, je pense que il y a une incompatibilité, à mon avis. Enfin, il y a peut-être des gens super doués, mais faire à la fois du juridique et de la SSI, c'est peut-être possible, mais ça me semble relativement difficile parce que c'est 2 approches relativement différentes et je connais pas quelqu'un qui soit capable de faire exactement les deux et en même temps. Bon, après, comme je disais, ça dépend vraiment des contextes. Je vois mal dans une société de 10 000, 100 000 personnes avoir tout sur une même tête. Ça me semble irréaliste. Je disais tout à l'heure que dans notre cas, il semblait irréaliste à l'inverse d'avoir 3 personnes qui jouent les 3 rôles différents pour des simples questions de budget et puis des questions d'occupation du temps. Donc je crois qu'il les différents modèles vont s'appliquer selon les contextes. Au niveau de l'État, ce sera peut-être différent. Au niveau des multinationales, ce sera peut-être différent. Je pense qu'il y a une ouverture là-dedans qui est liée au contexte dans lequel ça s'applique. Après, on peut faire un autre croisement qui te plaira encore plus si on veut rajouter une dimension. C'est les aspects fonctionnels. Est-ce qu'on est dans la santé, dans l'industrie, dans le nucléaire, je ne sais pas. Enfin, il y a peut-être des composantes fonctionnelles métiers qui rajoutent des couches à tout ça, quoi. Oui, enfin, j'aime bien les modèles, mais je crois qu'il avait été dit à plusieurs reprises que la carte n'était pas le territoire. Je pense la même chose pour les modèles. Les modèles, c'est intéressant, ça permet de s'orienter, d'avoir des idées, mais c'est pas le territoire. Et le territoire, c'est ce qui compte, parce que c'est pas sur la carte, c'est pas sur le modèle qu'on va avoir éventuellement un problème de sécurité qui nous amènera à gérer votre enquête, suivi de la procédure de sanction et avec en parallèle les obligations de notification. Donc je crois que le problème de choix organisationnel, je rejoins l'avis de Thierry, doit être extrêmement pragmatique en fonction de la taille du secteur de l'entreprise. Si je devais répondre compte tenu de la grande estime que j'ai pour toi, Gilles, je serais plutôt du côté du modèle de la balance, mais pour des raisons astrologiques, bien évidemment. Avons-nous d'autres questions dans la salle sur cette dualité, sur ce double rôle, ou pas d'ailleurs? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Raphaël Dana, associé chez Saru Avocat, et SIL, et membre de la FCDP. Peut-être juste, puisque le titre de la réunion, si je ne me trompe pas, c'est 2 fonctions, un objectif commun. Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder ça un petit peu à l'envers et voir si parmi vous, certains pourraient partager des cas où vous vous êtes trouvé un peu en confrontation, ou en tout cas dans des cas de figure où, par exemple, le SIL s'est précipité dans le bureau du RSSI en disant « je viens de découvrir ceci et ça n'est pas possible, il faut vraiment gérer ça différemment », et où le RSSI, pour diverses raisons, dont vous pourrez peut-être nous parler, a eu un problème d'adaptation ou des cas qui auraient suscité un débat un peu vif. Alors je sais que pour monsieur, alors je me permets de dire Thierry, j'ai pas retenu votre nom de famille, ce serait un débat avec vous-même, mais est-ce que vous-même ou d'autres personnes éventuellement dans la salle pourraient partager ça avec nous? Un cas vécu, je l'ai eu, oui, effectivement, en tant que RSSI, par rapport à un outil que nous utilisons d'analyse des flux internes. C'est un outil très sophistiqué qui permet de voir, et c'est vraiment extrêmement utile à la fois pour moi en tant que RSSI, à la fois pour le DSI qui lui ça lui permet de voir comment se font ces migrations, combien de postes ont migré vers telle nouvelle version. Et moi, ça me permet de voir si les flux que j'ai interdits sont vraiment interdits. Et ça, on a des surprises, mais incroyables. On me jure que tel flux n'existe pas, et puis je regarde et ah tiens, il existe quand même. Donc c'est vraiment des outils
dont le RSSI ne peut pas se passer. On a besoin de garantir vis-à-vis d'auditeurs extérieurs qu'on applique bien la politique que l'on a définie. Et là, j'ai eu des problèmes. Premier problème, ça a été vis-à-vis du comité d'entreprise. Parce qu'effectivement, on nous a dit oui, mais c'est un outil de flicage, c'est un outil qui est là pour voir si on travaille. Enfin bon, alors, il a fallu faire énormément de discours linguistiques et autres pour leur expliquer que ce que l'on faisait était dans le cadre de la charte qui existait déjà avant. Hein. Protection du dirigeant d'entreprise vis-à-vis des règles qu'il édicte. S'il ne met pas les outils pour vérifier qu'il a mis en œuvre ces outils, s'il ne met pas en œuvre les outils qui correspondent à sa politique, il est redevable et il peut être punissable. Donc on leur explique qu'on doit le faire. Bon, mais et il nous pousse dans les retranchements en disant oui, mais il y a l'adresse IP, et puis globalement, derrière le poste, on peut savoir qui est derrière. Bon, les choses en sont là. On demande l'avis à la CNIL. On a eu la réponse comme quoi il fallait faire une déclaration. Mais lorsque je mets ma casquette effectivement de CIL, c'est là où je trouve la limite de l'exercice, quoi. Parce qu'effectivement, il y a des données nominatives qui sont liées au poste, forcément. Hein. Alors après, c'est comment est-ce qu'on gère ça dans sa tête, quoi. Parce que le poste de travail, il est fait pour du professionnel. Donc il n'y a pas de flicage au sens de l'utilisation du poste. Il y a des règles, il y a des outils, il y a des logiciels qui ne doivent pas exister sur les postes. Ça fait partie de la politique, donc on doit vérifier qu'ils n'y sont pas. Voilà. C'est pas un flicage, c'est une application des règles que l'on met en œuvre. Mais quelque part, intellectuellement, c'est vrai que il y a un moment donné, on a un peu de mal à se positionner. Ouais. Oui, enfin, je crois qu'il y a une chose qui est importante, donc je n'ai pas beaucoup entendu cet après-midi, qui est pourtant au cœur de la loi informatique et liberté, qui est perdue. C'est pas ça que je pensais. La proportionnalité. C'est-à-dire que le niveau de restriction ne devra pas être le même si on est dans un cas de Boyle ou quand on est dans un cas de salle de marché ou dans un cas intermédiaire. Mais il est indiscutable, et ça, informatique et liberté n'est pas du tout en contradiction avec cette disposition, qu'à partir du moment où l'employeur met à disposition des outils à ses collaborateurs, il a une obligation de contrôle sur ce qui s'y passe. Et ça, c'est un principe que les tribunaux, et Raphaël, avocat, pourra nous le confirmer, rappellent de manière constante sur le fait que l'employeur est responsable du fait des actes de ses salariés commis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, voire un peu au-delà. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Michel Gérard, groupe Bolloré. Moi, je ne suis pas CIL, je ne suis pas RSSI, mais par contre, je travaille avec le CIL du groupe à la structuration un peu de cette fonction. Et nous sommes dans un groupe de 30 000 personnes avec de multiples métiers. Et quand on voit que le CIL doit être placé auprès du responsable du traitement des données, quand on a 800 ou 900 sociétés dans le groupe qui font des métiers très divers, la question que je me pose, c'est faut-il un CIL groupe pour l'ensemble de ces activités ou faut-il plusieurs CIL et comment s'organiser ? Il y a différentes organisations finalement en fonction de comment fonctionne le groupe. Le système classique étant le CIL unique, mais on a vu par exemple que chez Groupama, il y avait finalement des relais en fonction des éléments. Qui été désignés par entité juridique peut-être. Donc il y a différentes organisations, organisations possibles qui dépendent finalement de comment fonctionne votre groupe, à quel point est-ce qu'il est important par exemple. Et donc une possibilité effectivement, ce serait d'avoir des relais effectivement. Oui, c'est un très bon exemple du sujet sur lequel on a échangé. C'est difficile d'avoir un raisonnement et un concept très théorique, même si la théorie et la modélisation permettent d'y voir clair. Oui, enfin, bon, d'accord, je reconnais. Les schémas permettent de clarifier des images, de clarifier les choses.
Une des clés qui peut être aussi un élément intéressant de réflexion, c'est l'éloignement entre les métiers. Je crois que vous faites de la télévision, vous faites du négoce de gros, vous faites de la voiture électronique, vous faites plein de trucs. Électrique peut-être. On a encore des médias. Oui. On fait effectivement de l'automobile, du transport, des plantations et bien d'autres. Et je pense que là, il y a effectivement une réflexion à avoir sur la pertinence. Groupama a une activité qui est plutôt homogène autour de l'assurance. Non, oui, enfin, j'ai dit plutôt homogène. Là, il semblerait que Bolloré soit un petit peu plus hétérogène. Donc, on va rester dans le relatif. Il semblerait que, enfin, Bolloré me semble être un groupe dont les activités sont plus hétérogènes que celles de Groupama. Je n'irai pas plus loin et je reste sur cette position très prudente. Je vais donc laisser la conclusion de cet après-midi à notre président Lazzaro et au vice-président de la FCDP, Xavier Leclerc, qui vont conclure cet après-midi passé ensemble autour de cette question, de cette dualité de fonctions SIL et RSSI. Oui, bonjour. Difficile de conclure quelque chose qui va être encore les débats et qui va susciter encore plusieurs débats parce que vous avez vu qu'on a abordé des choses très différentes. Il faudra réfléchir sur chacune de ces choses. Bruno Rall, par exemple, a présenté des choses sur la notification. Il y a beaucoup de réflexions à avoir sur les notifications. Il y a une démarche intéressante de la CNIL qui va vers l'analyse des risques et qui est aussi quelque chose qui mérite beaucoup de réflexion. C'est une réflexion qu'on a déjà commencé, par exemple, avec Éric Gropellier, puisque c'est quelque part mon autorité fonctionnelle en tant que fonctionnaire du ministère, donc, puisque je travaille dans les privés, bien sûr, ou dans les publics, je ne sais même plus. Et ce que je voulais dire, il y a eu dans l'histoire des époques dans lesquelles les jugements se faisaient simplement en vous faisant marcher sur des pierres qui étaient bien chauffées d'abord. Et puis si vous surviviez, vous étiez innocent. Il y a eu après des juges, des inquisiteurs, qui, de façon suprême, donnaient leur jugement. L'humanité s'est libérée d'un peu de tout ça parce que ça ne devait pas marcher très bien. Il y en a finalement dit que c'est le débat contradictoire qui amène à la vérité. C'est ça que dit aujourd'hui la Constitution française et son code pénal. Moi, je vous résumerai la problématique SIL et RSSI en disant l'existence d'un SIL et d'un RSSI dans l'entreprise, c'est la possibilité de mener ce débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, au moins dans mon cas, il s'est fait tous les jours. Ça m'a même, par exemple, ce midi, m'empêché de prendre le café, puisque la SIL m'a chopé à la sortie de la cafette, et on est resté 3/4 d'heure. Donc, vous voyez, ce n'est pas des trucs théoriques, ce n'est pas des trucs généraux, et c'est des trucs intéressants. Je veux dire, on vit dans la contradiction. Vous prenez le truc le plus simple qui est l'archivage des journaux. Même la CNIL fait remarquer, attention, vous avez des lois contradictoires sur ça. Vous avez d'un côté les besoins opérationnels de conserver vos journaux, que dans notre cas, ils vont dans le respect de la personne. Ça veut dire vous remboursez une prestation qu'on ne vous pas rembourser jusqu'à là. Et puis vous avez de l'autre côté les droits à l'oubli. Il y a un moment, il faut qu'on oublie que vous existiez. Vous voyez, il n'y a pas une loi qui dit... La loi de l'oubli, ça veut dire qu'il faut qu'on vous oublie dans 14 mois. C'est des débats contradictoires qu'on a entre les RSSI et la SIL, et puis les deux ensemble avec la CNIL. On a l'habitude d'aller voir la CNIL les deux ensemble, avec les responsables des traitements, parce que c'est de ces débats contradictoires que va sortir la vérité. C'est privé de cette contradiction pour une entreprise, c'est quand même se priver des choses importantes. Donc, quoi qu'il se fasse, vous devez trouver les moyens dans votre entreprise d'avoir ces débats contradictoires. Après, il y a des tâches à se répartir.
Et là, il faut être pragmatique. Est-ce qu'un RSSI peut être SIL ou ne peut pas être SIL? Je vous donne mon expérience professionnelle très simple. Au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, les RSSI et les SIL se retrouvent dans 2 bâtiments au maximum de distance. C'est pour ça qu'on se rejoint en général à la cantine et on a toutes nos discussions là-bas. Ça ne veut pas dire qu'on coopère, mais on appartient à des organisations qui n'ont rien à voir entre eux. Par contre, nous avons des centres de traitement informatique qui sont des organisations, je ne dirais pas indépendantes parce que ce serait de la comédie, mais sont théoriquement des entreprises privées gérant des fonds publics. Ça, c'est les statuts. Tous nos RSSI des CTI sont des SIL. Pourquoi? Quel est le rôle de notre SIL dans un CTI? Vérifier que l'application qu'il va mettre en traitement a fait l'objet d'une déclaration CNIL, qui n'est pas lui qui l'a fait, ce n'est pas lui qui l'a préparé, mais c'est lui qui est responsable d'éviter que des choses qui ne sont pas autorisées à la CNIL soient mises en traitement. Dans ces cas-là, il n'y a pas de contradiction des rôles. Au niveau national, on est vraiment dans des rôles contradictoires. On est personnel, mon ami, je veux dire, rôle contradictoire et s'insulter, il y a quand même une énorme distance. Mais le plus important de ce que je voulais dire, vous avez une entreprise qui a une finalité et une culture. C'est avant tout la finalité et la culture de votre entreprise qui va vous indiquer de quelle manière maintenir ces rôles contradictoires et de quelle manière monter la coopération de telle façon que les rôles contradictoires ne signifient pas refaire 2 fois le même travail. Par exemple, l'analyse des risques, les fonds, il faudra trouver les moyens pour que dans l'analyse des risques, l'intérêt non seulement de l'entreprise, mais des usagers, ça se retrouve. Et je vous invite à lire les RGS, même si vous n'êtes pas dans l'administration, parce que c'est un premier pas, c'est un bon premier pas. Je regrette personnellement que le 12e pas, donc la future version d'RGS, je dirais que c'est presque une régression par rapport à la première. Mais lisez surtout la première, qui elle indique clairement une administration fait une analyse des risques en prenant en compte l'intérêt de ses administrés et pas en prenant en compte ses intérêts propres. Quand toutes les entreprises se retrouveront dans cette situation, la chose sera plus simple. Merci beaucoup. Quel magnifique discours. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire, moi, personnellement. Donc, en tout cas, je voulais remercier Devoteam de nous avoir accueillis. Ça, c'est une chose que je voulais faire. Je voulais remercier tous les intervenants d'avoir participé à cette magnifique réunion. Personnellement, je vais juste être très bref parce que vous avez très soif et envie de partir. Moi, je sais que je ne serai pas un très très bon RSSI. Je n'en ai ni les capacités, ni les compétences. Je pense être un bon SIL. Donc, je rejoins un petit peu tout ce qui s'est dit. On a besoin l'un de l'autre. C'est compliqué. Je ne sais pas comment font les gens qui ont les 2 casquettes, à moins de s'appuyer sur d'autres compétences, parce que ça, c'est possible. Avoir les 2 casquettes, ça me semble bien compliqué. Quand je regarde la loi informatique et liberté, d'ailleurs, la sécurité des données, ce ne sont que 2 articles de la loi informatique et liberté, les articles 34 et 35. Il y en a 70 et quelques des articles dans la loi informatique et liberté. Donc, c'est une petite partie du métier du SIL. Et de la même façon, je pense que la protection du patrimoine informationnel, qui est le métier du RSSI, c'est la protection des données à caractère personnel, c'est une petite partie de son métier. Donc ça se recoupe, mais il faut bien 2 missions, 2 métiers, moi je pense 2 personnes, mais si vous avez la capacité, mais tout va dépendre de l'organisation, des moyens que vous avez. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous remercie beaucoup d'être venus, on remercie Devoteam de nous avoir accueillis, et je vous souhaite un bon apéritif en termes de conclusion. Merci.